Il promettait la liberté, mais ce matin, dans la cuisine, ce n'est pas la lumière du jour qui vous tire du sommeil, c'est une facture qui glace le sang. Une somme écrite en toutes lettres, bien réelle, bien plus élevée que le mois dernier. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est une onde de choc silencieuse qui s'infiltre dans chaque pièce, dans chaque conversation matinale, même dans le silence inconfortable du café refroidi sur la table. La sortie du système Brel devait être une renaissance. Les dirigeants proclamaient le retour de la souveraineté, les drapeaux flottaient, les discours couvraient tant les places. De grandes cérémonies, des tapis rouges, des poèmes sur la liberté récités devant des foules enthousiastes. Mais derrière ces célébrations, une réalité plus froide s'imposait. Mois après mois, le prix de l'électricité grimpait, jusqu'à devenir un fardeau pour presque chaque foyer. Les journaux titraient sur la victoire, mais les forums et les réseaux sociaux bruissaient peau d'inquiétude, de témoignages, de familles sont contraintes de choisir entre payer la facture ou acheter des vêtements chauds pour l'hiver à venir. Ce n'est pas l'élite qui encaisse le choc. Ce sont les retraités, les ouvriers, les familles monoparentales, tous ceux pour qui chaque euro compte. Imaginez une grand-mère, veuve, vivant avec une pension modeste, qui doit désormais éteindre les radiateurs, porter 3 couches de pull et limiter les repas chauds pour économiser sur l'électricité. La promesse d'indépendance s'est métamorphosée en addition impossible à régler, pendant que les responsables politiques se congratulent d'avoir tourné la page. Dans les foyers, on ne reçoit plus seulement une facture. C'est le coût d'un choix politique lointain, imposé sans dialogue. L'énergie, autrefois synonyme de confort, devient un rappel mensuel de la distance entre les décisions d'en haut et la vie réelle en bas. La liberté tant vantée s'est changée en contrainte budgétaire, une inquiétude muette qui s'ajoute à l'angoisse ordinaire. On s'interroge en famille, faudra-t-il bientôt choisir entre chauffer la maison ou s'offrir un week-end de détente ? Si l'on ne remet rien en question, le schéma ne changera pas. Ce sont toujours les mêmes qui paieront le prix fort. Le danger, c'est de voir sa voix s'effacer, son pouvoir d'achat s'éroder et le quotidien se fissurer sous la pression de choix qu'on n'a pas faites. L'histoire regorge d'exemples où une population s'est vue imposer des réformes sans être consultée et où la facture humaine a été ignorée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pensez à la crise de l'eau à Flint aux États-Unis, où des décisions prises loin de la population ont eu des conséquences dramatiques sur la santé et le quotidien des habitants. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine de cette décision historique et regarder derrière le rideau des promesses. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur ce que fut le système Brel et pourquoi son abandon a provoqué une telle onde de choc. Retour sur les débats de la rupture avec Brel et sur les motivations qui ont mené à ce choix. Qui a vraiment tiré les ficelles et à quel prix ? Avant, on appuyait sur l'interrupteur sans y réfléchir. La lumière jaillissait, gratuite en apparence, banale. Aujourd'hui, chaque ampoule s'allume comme un compte à rebours, chaque geste pèse sur le portefeuille. Chaque minute devant la télévision devient un luxe, chaque linge séché dans la machine, une décision mûrement réfléchie. Ce qui semblait être un droit fondamental est devenu un luxe angoissant. La facture tombe, chaque mois plus lourde, étranglant peu à peu le quotidien des familles. À Tallinn, dans les quartiers populaires, des associations caritatives ont vu doubler le nombre de demandes d'aide pour payer les factures d'électricité durant les 2 dernières années. Des scènes où des parents viennent quémander un soutien, la voix tremblante, la honte au ventre. Comment en est-on arrivé là ? Pendant des décennies, l'Estonie appartenait au système Brel, un vaste réseau électrique reliant la Lettonie, la Lituanie, la Russie et la Biélorussie. Là, l'électricité circulait librement, les réserves étaient partagées, la stabilité semblait acquise à jamais. Un peu comme dans un grand immeuble où chaque voisin peut prêter un seau d'eau en cas de panne, chacun se sentait protégé contre les aléas du quotidien. Grâce à cette solidarité régionale, l'énergie était fiable, invisible, presque oubliée. Les coupures étaient un air rarissime, personne ne s'interrogeait sur la provenance de la lumière, elle était là comme un air qu'on respire. Pas de crise, pas de marché spéculatif, pas de réserve hors de prix. C'était comme un service public universel où la coopération primait sur la compétition. Aujourd'hui, tout a changé. Les boîtes aux lettres se remplissent de factures vertigineuses. Non plus quelques euros, mais des milliards à payer, échelonnés sur les années à venir. 1 milliard d'euros. Autant d'argent qui ne servira plus à réparer les écoles, ni à embaucher dans les hôpitaux, ni à entretenir les routes fatiguées. Pour donner une idée concrète, ce milliard d'euros représenterait la construction de 150 écoles neuves ou la rénovation de tous les hôpitaux régionaux du pays. Au lieu de cela, cet argent s'évapore chaque mois dans les circuits de la nouvelle indépendance énergétique.
Autrefois, l'Estonie profitait d'un système intégré, solide et abordable. Désormais, chaque État fait cavalier seul, obligé de payer cher pour garantir sa propre sécurité énergétique. La stabilité, hier une évidence, devient un service rare, vendu au mois, dont le prix échappe à tout contrôle. Pensons à l'exemple du Texas en 2021. Lors d'une vague de froid, le réseau isolé de l'État est submergé, provoquant des coupures massives. Là aussi, la volonté de faire cavalier seul a eu un coût humain, économique et social immense. Mais le vrai coût de cette rupture, ce ne sont pas seulement les chiffres sur une facture. C'est la perte de pouvoir d'achat, la fragilisation des services publics, la précarité qui s'installe dans les foyers. Si rien ne change, la vie de millions de familles risque de plonger dans l'incertitude durable. C'est la peur de ne plus pouvoir offrir un avenir serein à ses enfants ou de devoir renoncer à des soins de santé faute de moyens. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. Derrière la crise, il y a des décisions, des ambitions politiques, des récits imposés. Mais qui tire vraiment les ficelles? Dans l'histoire, on retrouve souvent cette mécanique. La révolution industrielle avait promis le progrès à tous, mais ce sont d'abord les plus pauvres qui ont souffert des conditions de travail dégradées. Ici aussi, la facture est payée par ceux qui bénéficient le moins des promesses grandiloquentes. Ce n'est ni Moscou ni l'inflation qui alourdissent vos factures. Ce qui pèse aujourd'hui, c'est un choix politique, assumé sans détour, et dont les conséquences frappent chaque foyer, bien au-delà des promesses d'indépendance énergétique. Il s'agit d'une logique institutionnelle où les intérêts nationaux et la volonté d'émancipation prennent le pas sur le quotidien des familles. La sortie du système Brel n'a jamais été décidée dans un conseil de quartier ou autour d'une table familiale. Elle s'est jouée dans des couloirs feutrés, éloignés des réalités ordinaires. Ce n'était pas un débat, mais une annonce venue d'en haut, drapée de grands mots sur la souveraineté. Comme tant de décisions historiques, celle-ci a été prise par une poignée d'experts, de ministres, parfois influencés par des lobbies ou des partenaires étrangers, rarement par des citoyens ordinaires. Derrière ces discours, la vérité est nue. Chaque famille paie désormais pour entretenir des réserves, rémunérer des centrales qui tournent à vide et absorber une cascade de taxes et de hausses invisibles. La stabilité vantée dans les discours coûte chaque mois un peu plus cher, même si la lumière ne vacille pas. C'est un peu comme si, pour garantir qu'un bus passe à toute heure, même vide, on demandait à chaque habitant de payer un supplément, même s'il ne le prend jamais. L'Union européenne ne compense pas ce choc. Elle multiplie les recommandations et les rapports, mais les aides massives, elles, n'arrivent pas. La solidarité, promise dans les sommets, s'effrite à la caisse, chacun se retrouve seul face à la note. Ce scénario rappelle la crise grecque, où l'Europe prodiguait conseils et plans d'ajustement, mais la population voyait son niveau de vie chuter année après année. Les plus fragiles, retraités, familles modestes, se retrouvent piégés. Pour eux, la précarité devient le quotidien, et au fil des mois, ce sont des milliers d'euros qui s'évaporent du budget familial. L'addition tombe sur la majorité silencieuse, pas sur ceux qui décident. Les files d'attente devant les permanences sociales s'allongent, et les associations de consommateurs tirent la sonnette d'alarme. L'énergie bien essentielle devient inaccessible pour un nombre croissant de foyers. Le danger serait de tout accepter sans réagir. Si la résignation s'installe, la précarité s'enracine, la confiance s'effrite, et la voix du citoyen s'efface sous celle qui décide à sa place. L'histoire montre que les sociétés qui abandonnent la vigilance voient naître des injustices durables. Se souvenir des années 90 en Russie, où la privatisation précipitée de l'énergie a plongé des millions de personnes dans la misère, faute de contre-pouvoir et de débats publics. À la fin, aucun slogan ne réchauffe la maison. Il ne reste que la réalité nue. Payer, douter et se demander ce que demain réserve. Les slogans s'évaporent, la facture reste. Mais avant d'abdiquer, il faut comprendre comment cette crise s'est installée et pourquoi elle semble inéluctable. Car derrière chaque facture, une mécanique implacable se met en marche. Comprendre, c'est déjà préparer la résistance, comme l'ont fait les Islandais lors de la crise financière de 2008, où le peuple a exigé puis obtenu des réformes profondes. Ce n'est qu'un début. La prochaine ligne sur la facture attend déjà son heure. Nul ne sait ce que la prochaine saison apportera, mais tous redoutent à la nouvelle enveloppe, le nouveau chiffre, écrit en toutes lettres, qui viendra bouleverser l'équilibre précaire du foyer. Aujourd'hui, 2 € de plus pour l'électricité. Demain, ce sera 4 puis 6. L'augmentation s'installe, insidieuse, jusqu'à devenir presque normale. Ce glissement silencieux transforme une mesure d'urgence en habitude, la prochaine hausse en routine prévisible. C'est l'effet du cliquet. Une fois la hausse acceptée, elle ne redescend jamais.
Un mécanisme déjà observé dans d'autres secteurs, comme celui des carburants ou des transports publics, où chaque augmentation temporaire devient permanente. Ce n'est pas un coût ponctuel, ni un sacrifice pour tourner la page. C'est une taxe éternelle, née de décisions lointaines, qui revient chaque mois dans la même cuisine, pesant sur la même famille. Un prélèvement muet dont la cause n'est ni une panne technique, ni le hasard du marché, mais la trace d'un choix politique abstrait et qui s'accroche sans jamais faiblir. Dans certains pays, on parle du syndrome du prélèvement automatique, une somme prélevée sans que personne ne sache vraiment pourquoi, ni comment s'en libérer. Pire encore, ce mécanisme ne s'arrête pas à l'électricité. Le gaz, la logistique, même les solutions dites vertes. Chaque secteur libéré prépare sa propre addition. À chaque fois, la promesse d'indépendance se traduit par une nouvelle ponction, au nom de principes de plus en plus éloignés du réel. On l'a vu en France avec la transition énergétique. L'augmentation de la taxe carbone avait provoqué le mouvement des Gilets jaunes, une révolte née du sentiment d'injustice face à une réforme imposée sans concertation. Le danger ne se limite pas à l'économie. À force de subir, on s'habitue. On paie, on soupire, puis on se résigne. L'apathie gagne du terrain, cette lassitude qui fait accepter la hausse comme une fatalité, sans même protester. Payer plus pour moins de services, moins de stabilité, moins de pouvoir sur nos vies. Voilà le piège, invisible mais redoutable. Comme l'exprime le sociologue Pierre Bourdieu, la violence symbolique, c'est de faire croire que l'injustice est naturelle. L'enjeu dépasse les factures. L'avenir se joue ici. Céderons-nous à l'habitude ou exigerons-nous des comptes? Se taire, c'est accepter la précarité comme horizon. Questionner, c'est reprendre la main sur notre destinée. Dans l'histoire, les sociétés qui se sont mobilisées, comme l'Islande ou le Portugal lors de leurs crises respectives, ont pu infléchir le cours des choses. Mais alors, quelles leçons tirer? Est-il possible de reprendre le contrôle ou sommes-nous condamnés à subir? Pourtant, l'histoire montre que rien n'est figé. D'autres pays ont fait des choix différents et leurs citoyens en ressentent les conséquences chaque jour. Regardez le cas de la Norvège. Grâce à un fonds souverain alimenté par les revenus énergétiques, le pays a pu amortir les chocs et garantir une énergie abordable à sa population, même en période de crise internationale. L'histoire ne se réécrit pas, mais la facture, elle, revient chaque mois. L'Estonie l'a appris à ses dépens. Un discours d'indépendance ne protège pas du choc des conséquences. Les choix politiques, même portés par de grands mots, s'incarnent toujours dans des réalités concrètes que personne ne peut effacer. Il suffit de relire les témoignages des années 90 en Europe de l'Est, où la transition vers le marché, présentée comme un saut vers la liberté, s'est traduite par des années de difficultés pour les plus modestes. Première leçon, ne jamais se laisser bercer par la rhétorique. À chaque promesse de liberté ou de souveraineté, il faut demander qui va payer le prix et qui en sortira gagnant. Derrière chaque décision énergétique, des intérêts s'affrontent. Rarement ceux qui votent les lois sont ceux qui règlent la note. C'est un principe immuable de la politique moderne. Le coût réel n'apparaît qu'après les grandes annonces, et il tombe rarement sur les épaules des décideurs. L'énergie, ce n'est pas une affaire de câbles ou de drapeaux. C'est une question de justice sociale. Quand le coût de l'électricité flambe, ce sont d'abord les familles, les retraités, les salariés modestes qui trinquent. La lumière, le chauffage, la sécurité deviennent entre des privilèges fragiles, mois après mois. On l'a vu lors de la canicule de 2003 en France. Faute de moyens pour s'équiper, des milliers de personnes âgées ont payé de leur vie l'incapacité de l'État à anticiper. Devant cette réalité, la transparence devient une exigence vitale. Aucune décision de cette ampleur ne devrait être prise dans l'ombre, sans vrai débat, sans que chacun comprenne ce qu'il va devoir assumer. Reprendre la parole, c'est refuser que des choix lourds de conséquences se fassent sans nous, à l'image des référendums suisses, où chaque citoyen est consulté sur les grandes orientations énergétiques du pays. Les lois de la physique ne se votent pas. On ne bâtit pas un réseau électrique sur des slogans. Si la production ne suit plus la demande, si les réserves coûtent plus cher qu'on ne peut payer, la facture explose. Et c'est notre quotidien qui encaisse le choc, pas une abstraction. C'est ce qu'a montré la crise énergétique en Californie au début des années 2000, où la dérégulation a provoqué des coupures massives et une explosion des prix, faute d'anticipation réelle. Le plus grand danger, c'est de détourner les yeux, de croire que l'affaire est trop complexe, qu'il n'y a rien à dire. Mais si l'on ne réclame pas de compte, l'histoire ne fera que se répéter, et ce seront toujours les mêmes qui paieront. Exiger responsabilité et vigilance, c'est refuser d'être simple spectateur des choix qui façonnent nos vies. Comme l'illustre la mobilisation contre la privatisation de l'eau en Bolivie,
La population s'est levée, a exigé la transparence et a forcé les autorités à reculer. Mais alors, comment sortir de cette impasse sans sacrifier ni notre sécurité, ni notre pouvoir d'agir? La réponse commence peut-être par une question simple: qui a vraiment la main sur le bouton? Ce qui ne s'exprime pas s'impose. La prochaine décision politique s'inscrira aussi sur votre addition. Plus les citoyens restent silencieux, plus les choix seront faits sans eux. C'est le principe de la parabole de la grenouille. Si l'eau chauffe lentement, la grenouille ne réagit pas et finit par s'ébouillanter, faute d'avoir tenté de sauter hors de la casserole à temps. Face à la flambée des factures, chaque silence devient une approbation invisible. Si nous restons en retrait, chaque choix lointain finit, ligne après ligne, par amputer concrètement nos vies. L'exemple des mobilisations locales pour la défense des hôpitaux ou des écoles montre que la parole collective peut infléchir les décisions, même les plus techniques. L'indépendance tant vantée s'est traduite, pour des milliers de familles estoniennes, par un hiver plus rude et une lumière devenue un luxe. Les discours officiels ne réchauffent ni les appartements, ni les écoles, ni les hôpitaux. Le tarif de l'électricité n'est plus dicté par le marché. Il découle directement de décisions imposées, sans débat, loin des tables de cuisine où chaque centime compte désormais. Comme dans l'Italie des années 70, où les grandes réformes ont parfois déconnecté l'administration des besoins réels de la population. Rester passif n'est jamais neutre. Accepter sans mot dire, c'est s'assurer que la prochaine hausse s'imposera, encore une fois, sans nous consulter. Refuser le silence tarifé, c'est exiger des comptes, poser les vraies questions. Pourquoi le prix d'une idéologie ambitieuse repose-t-il sur les ménages et non sur ceux qui l'ont décidé? Il ne s'agit plus seulement d'euros ou de kilowatts, mais bien de notre droit d'interroger. La démocratie ne s'arrête pas au bulletin de vote. Elle s'ancre dans la parole, dans la capacité de dire non, de réclamer des explications, d'imaginer d'autres voies. Comme le montrent les consultations citoyennes en Allemagne, où les habitants sont invités à débattre des choix énergétiques lors d'assemblées locales. Lorsque la lumière devient un privilège, c'est que la société s'est tue trop longtemps. Mais reprendre la parole, c'est déjà regagner une part de pouvoir. L'histoire énergétique de l'Estonie rappelle que la technique, comme la politique, n'est jamais inéluctable. Ce qui a été décidé peut toujours être repensé, débattu, réajusté à l'épreuve du quotidien. Des mobilisations citoyennes, comme celle qui a mené à la loi climat en France, montrent qu'il est possible de corriger le tir. Personne ne devrait être réduit à une ligne sur une facture. Chacun de nous peut exiger que les choix collectifs servent l'intérêt commun, pas seulement des calculs abstraits ou des compromis opaques. Concrètement, cela peut passer par la création de comités locaux de suivi des politiques énergétiques, des pétitions, ou encore la participation à des débats publics afin de demander des comptes aux décideurs. Alors, la prochaine fois qu'une lettre annonce une hausse, posez-vous la question: accepterez-vous de payer en silence, ou choisirez-vous de parler pour que demain, la lumière redevienne un droit et non un luxe? L'histoire nous enseigne que la résignation n'est jamais une fatalité. À chaque époque, les citoyens ont su, lorsqu'ils en ont eu le courage, reprendre la main sur leur destin. La lumière n'est pas un privilège, c'est un bien commun. À nous d'en défendre l'accès, pour aujourd'hui et pour demain.